Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette immersion dans nos traditions avec ce livre étrange, Arc-en-ciel dans le ciel africain de notre auteur Jean-Claude Kwame. Nous sommes toujours à la Bibliothèque centrale de l'Université Félix-Houphouët-Boigny pour cette émission Entre les lignes et nous avons beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Monsieur Jean-Claude Kwame, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ben, merci d'être là. Merci vous êtes très bien habillé. Merci pour l'invitation. Avec vous, on essaiera, autant que faire se peut, de disséquer les thématiques abordées dans ce livre, mais la principale, c'est la tradition. C'est ça. Vous valorisez nos traditions, vous les présentez, et essayons donc d'ouvrir les pages de ce livre et commençons par les premières. Oui. Le premier fait que vous présentez, c'est donc l'arc-en-ciel. Oui, l'arc-en-ciel qui aurait changé de place dans ce village. C'est ça. Alors, pour nous, enfants de la ville, un arc-en-ciel, bon, on ne remarque même pas qu'il change de place déjà, mais dans un village, tous les faits sont interprétés de la façon la plus spirituelle et mystique qui soit. Alors, un arc-en-ciel, pourquoi vous faites intervenir un arc-en-ciel dès le départ de ce livre? C'est vrai, et cela même est le titre de votre livre. Pourquoi? Vous avez été marqué, vous, personnellement, par l'arc-en-ciel quand vous étiez tout petit? Oui, absolument. Quand on voit cette merveille dans le ciel, c'est vraiment une idée qu'on se fait. Il faut aller à la découverte. Pourquoi ce joyau dans le ciel? Donc il fallait une interprétation absolue. Et par le biais de nos traditions, nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir l'ouvrage parce que les thématiques vont dans ce sens. D'accord. Alors, l'arc-en-ciel représente quoi lorsqu'il apparaît au village? Il apparaît au village comme une nouvelle, parfois qui hante, d'autres pour certains. C'est absolument, je peux dire, quelque chose de plus agréable, parce que quand on voit les couleurs, on se dit, tiens, il y a quelque chose à l'intérieur, il y a une expression derrière. Tout le village se réunit dans la cour du chef parce que l'arc-en-ciel aurait changé de place. Oui, là... Ici, si on revient sur les valeurs de tradition, qu'est-ce que ça signifie? Oui, vous savez, nous vivons dans un monde bipolaire où aujourd'hui la modernité et la tradition sont en conflit. Donc la tradition est à la traîne actuellement. Oui, en déperdition aujourd'hui. Donc il fallait... C'est une image. Une image pour pouvoir interpréter ce fait. D'accord. Second point que vous énoncez, c'est la veuve. Oui. Le traitement de la veuve en pays à Caen. Alors, la veuve donc se lève de beau matin et se lave avec de l'eau froide. Bon, on sait que dans nos contrées, de bon matin, il fait très froid. Et la pauvre personne qui a perdu son mari, qui est censée être encouragée, qui est censée être entourée, être soignée, elle se lave avec de l'eau froide. Donc, il y a un choc, c'est clair. Elle ne mange qu'à 16 heures. Elle ne boit que ce que vous avez appelé du bandji blanc. Et vous ne donnez point votre avis sur le point. Vous présentez simplement le fait. Qu'en pensez-vous vous-même? Dans la transmission des faits, il faut présenter les choses telles qu'elles se présentent avant d'y apporter des solutions. Et vous dites que la mort a tout succédé à la vie. Là, on se souvenait donc de la parole de la féticheuse qui avait annoncé que la fin de l'année serait grave. Donc, dans nos traditions, ces personnages sont très importants. Les voyants, les féticheurs, et leurs paroles sont comme des paroles d'évangile, sont pris très au sérieux. Absolument. Ce sont des prédications, ce sont des messages forts. Ici, les croyances, c'est ce qu'on appelle croyances chez nous en Afrique. On croit aux faits parce qu'on les dit, on les présente. Et à l'interprétation des faits. Et ces faits se réalisent également. D'accord. Et le point qui également m'interpelle dans votre œuvre, c'est la situation des Kangas. On sait bien qu'un Kanga voudrait dire esclave. Mais dans l'œuvre, vous nous donnez une autre définition que personnellement, moi, je n'avais pas. Kanga aussi, c'est le nom de quelqu'un qui arrive après 2 enfants morts-nés. D'accord. Est-il traité différemment du Kanga esclave? Oui, le Kanga esclave ici est différent de ce Kanga dans l'œuvre. Parce que, c'est ce que j'ai dit, c'est la venue du 3e enfant, après la mort de 2 enfants morts-nés.
Et quand il arrive, je vais ici au moins présenter une situation de souffrance en fait. Une mère qui a perdu au moins 2 enfants, vous imaginez la souffrance qu'elle endure. Exactement. Et c'est quand même déplorable. Il faut présenter ces faits et puis accompagner dans le sens de la tradition et mettre des idées de sensibilisation pour la bonne marche de nos coutumes et traditions en Alors, Afrique. vous nous dites que lorsque le petit arrivait dans la ville, on remarque je n'avais pas dit une horde, mais un groupe de Kangas. Oui. Là, ce sont les Kangas qui ont perdu, un des leurs. Qui sont venus, ce ne sont pas les Kangas esclaves. Non, ils ne sont pas les Kangas esclaves ici. Okay. Ce sont Il y avait cette confusion lorsqu'on oui, a lu. Non, voilà, absolument. okay. Ils ne sont pas des Kangas esclaves. Ils sont ici des enfants qui ont perdu des frères avant. Voilà, des frères avant. Mais c'est vrai que vous n'en parlez pas, mais en même temps, le nom Kanga nous ramène à l'esclavage, excusez-moi. Oui. Et vous êtes bien placé pour nous parler de cette tradition-là aussi. Est-ce que ça existe toujours? Oui, les traditions demeurent. Est-ce que l'esclavage des Kangas existe toujours en pays baoulé ou aïné? Généralement, on n'en trouve plus. Mais le nom Kanga, ici, aujourd'hui, a pris une tournure des alliances interethniques. C'est-à-dire? Voilà, par exemple, un Nani va appeler un Baoulé mon esclave. Et le Baoulé aussi l'appellera. Vice-versa. Et ainsi de suite. Ça fait une bonne ambiance, en fait. D'accord. Alors, est-ce que vous avez l'impression que votre livre sera compris par la jeunesse? Oui, je m'adresse à la jeunesse. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la tradition fait partie des préoccupations de la jeunesse? C'est pourquoi nous parlons de la sensibilisation. Parce que c'est une figure emblématique. On parlait, arrivé à un moment donné, de combat. Mais moi, je parle de sensibilisation. Parce que le combat n'est pas synonyme de paix, en fait. Donc, quand on parle de la sensibilisation, je pense qu'on peut atteindre l'objectif qu'il faut. Donc, c'est pourquoi moi, je parle de sensibilisation. Vous avez la foi, la conviction? La conviction que la jeunesse comprendra un jour que par la tradition, on peut avoir le bon comportement. On peut avoir nécessairement la place dans la société avec ce comportement qui base sur le respect. D'accord. Mais lorsque vous parlez de respect et d'autres choses, il y a pas mal de notions qui nécessiteraient d'être dépoussiérées et revisitées, n'est-ce pas, dans nos traditions? Oui. Vous êtes d'accord ou pas? Je suis d'accord. D'accord. Alors, vous dites que la foule qui n'arrivait n'était que celle des Kangas. Ces personnes au visage cicatrisés venaient sur notre chemin. Oui. Pourquoi cicatrisés? Oui, les Kangas sont reconnus par les scarifications au niveau des joues. Vous avez une cicatrice, vous n'êtes pas Kanga? Oui, effectivement, je ne suis pas Kanga, mais c'est différent. Parce que les Kangas ont 3 traits à gauche, 3 traits à droite. Moi, je n'ai qu'un seul trait. Et ce trait-là voudrait dire quelque chose? Ça montre qu'effectivement, je suis un Akan. Je suis sorti du roi et là, il faut marquer le signe pour dire que vraiment par la tradition, on peut faire beaucoup de choses. Ça fait du bien à la société, en fait. Et avec tout ce qu'on a connu comme déperdition de nos traditions, les langues qui ne sont plus parlées, les jeunes qui n'arrivent pratiquement plus à visiter leurs parents et les frères du village, vous avez la foi. Comment est-ce que votre livre a été accueilli par déjà la jeunesse de votre région? Les jeunes sont fiers qu'un des leurs puisse brandir quelque chose qui va dans le sens de la tradition. Et moi, ma foi, ça fait du bien. Et souvent, quand on échange, on va dans le bon sens, en fait. D'accord. Donc, je sais que par ma voix, les choses sont bien entendues. D'accord. Et lorsque vous mêlez destin, vous mêlez tradition, vous mêlez les ancêtres, vous vous dites quoi? À la lecture de ce livre, quelle est l'idée que vous voulez donner? L'idée que je voudrais donner, c'est qu'on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Et chacun a besoin de l'autre pour se révéler, en fait. Donc, par la tradition et la modernité, on ne peut pas abandonner l'autre entité au profit de l'autre. Ce n'est pas possible. Les mariages, la façon dont les mariages se font? Oui, absolument. Aujourd'hui, on constate que dans nos sociétés, on rencontre quelqu'un dans la rue, et puis on l'épouse. On l'épouse, et puis après on a des difficultés. Alors que la tradition, montre qu'il faut se présenter, il faut parcourir de longs chemins avant de pouvoir avoir la main. Les familles doivent se connaître, on ramène l'histoire. Donc ça, ce sont des faits qui marquent qu'on ne peut pas sauter d'étape
Il faut aller de la tradition jusqu'au courant de la modernité. Vous vous dites, la vie actuelle, si la jeunesse ne revient pas à sa souche, on est perdu? Oui, on est perdu. Parce qu'on se dit qu'on n'a plus de villages, on n'a que des villes. On est moderne. Maintenant, si on a tout perdu devant, on va où? On retourne. On retourne. Et des questions, il en a pour vous, docteur Djei.